Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la CEDEC de Montréal-Nord, le webinaire en entrepreneuriat qui va porter sur la stratégie marketing. Aujourd'hui, je vais parler de comment se distinguer de ses concurrents, notamment en améliorant sa proposition de vente unique et en déterminant sa valeur ajoutée. Mon nom est Josette Garot, j'ai oublié de mentionner. Je vous invite à poser vos questions dans la boîte de questions et réponses en bas. Je ne sais pas si vous voyez Question and Answer. Si vous avez des questions, vous pouvez taper vos questions et je pourrai y répondre par la suite. La durée de ce webinaire est d'environ 40-45 minutes, si je parle vite, et ce qui va donner assez de temps pour les questions par la suite. Donc, comme je l'ai dit, ce webinaire fait partie d'une formation avec la CEDEC Montréal-Nord. Nous en avons une la semaine dernière. Et à la fin de cette présentation, je vous partagerai les autres formations à venir. Il y en a plusieurs jusqu'au mois de juillet. Donc, ça fait partie des formations qui ont lieu dans le cadre de démarrage d'entreprise. Donc, bien sûr, on va vous inviter à vous inscrire à chaque semaine. Mon nom est Josette Garot, comme je l'ai mentionné. Je suis une passionnée en entrepreneuriat, je suis formatrice et entrepreneur depuis de nombreuses années. J'enseigne notamment la formation lancement d'entreprise et vente professionnelle avec la commission scolaire anglophone et j'aime beaucoup enseigner. Et en ce moment, avec le webinaire, ça ne me permet pas de vous voir live, mais par contre, j'aimerais ça avoir vos feedbacks par la suite. Si vous avez des sujets auxquels vous aimeriez qu'on voit. On est assez flexible avec la CEDEC Montréal-Nord. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? Je n'ai pas d'idée si vous m'entendez. Peut-être faire un petit hola avec la main. Si vous voyez en bas, il y a un petit signe pour la main. Donc, par la suite, peut-être je pourrais vous autoriser à parler à la fin de la présentation. Souvent, on fait ça. Oups, excusez-moi. OK. Donc, comme je l'ai mentionné, cette formation fait partie d'une formation dans le cadre de stratégie marketing. Notamment, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment se distinguer de ses concurrents en améliorant sa proposition de valeur unique et déterminer sa valeur ajoutée. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On est dans un contexte très particulier en ce moment avec la pandémie, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont dû fermer leurs portes ou ont dû prendre une pause. Et ce n'est pas évident dans ce genre de situation qui est totalement nouvelle de se distinguer de ses concurrents. Donc, on va voir en détail pourquoi c'est pertinent de se distinguer de ses concurrents, comment on fait, surtout en une période actuelle où on ne peut pas nécessairement avoir un trop de rapprochement. Par contre, il y a moyen de rester en contact avec ses clients et c'est ce qu'on va voir. La stratégie marketing, c'est assez vaste. Donc, je vais couvrir un peu. Je ne pourrais pas couvrir entièrement tout ce que c'est le marketing. Par contre, comme j'ai mentionné au début, si vous avez des questions ou des sujets auxquels vous aimeriez aborder, bien, je vous invite à l'écrire dans la boîte de questions-réponses. Ce qu'on va voir aujourd'hui pour pouvoir se distinguer de ses concurrents, c'est principalement élaborer sa proposition de vente unique. Donc, je vais l'expliquer dans un instant ce que c'est. Et la deuxième partie va être vos questions et réponses. Au niveau de la proposition de vente unique, je l'ai décortiquée en 4 parties. Donc, il y a votre positionnement sur le marché, se distinguer de ses concurrents, promouvoir sa valeur et aussi prouver par la suite sa proposition de vente unique. Donc, je vous invite à prendre des notes si c'est le cas, ou bien parfois on peut faire un screen print aussi, prendre une photo de l'écran. Donc, proposition de vente unique. Vous avez sûrement entendu parler de ce terme en anglais qui est Unique Selling Proposition, USP, ou parfois on va dire proposition de valeur unique. J'ai mis la définition ici. Une proposition de valeur unique doit expliquer à vos prospects en quelques secondes, vraiment quelques secondes, le bénéfice spécifique et la valeur ajoutée par votre produit ou service. En ce moment, c'est important que vos futurs clients ou vos clients actuels distinguent c'est quoi votre proposition de vente unique, en quoi vous avez des bénéfices qui se distinguent de ceux qui font la même chose que vous. Donc, c'est pour ça qu'on va voir ça en détail. Et ça fait partie de, lorsqu'on a une proposition de vente unique, ce qu'on appelle notre stratégie de marché ou notre stratégie marketing. Comment on élabore sa proposition de vente unique?
comme j'ai mentionné, il y a 4 parties, mais d'abord, il faut voir que pour pouvoir l'élaborer, il y a certains devoirs qu'on doit faire. Premièrement, on doit savoir c'est quoi notre positionnement sur le marché. Vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur, votre marché peut être vaste. En ce moment, vous êtes sûrement au Québec, la plupart d'entre vous. Bien, il faut que vous connaissiez bien votre secteur d'activité. Mais votre marché, ce n'est pas juste votre secteur d'activité, c'est ce qu'on appelle l'environnement global. Premièrement, c'est vous en tant qu'entreprise, mais aussi les concurrents, tous ceux qui font la même chose que vous ou qui font un produit de substitution. Vous avez aussi vos clients et les fournisseurs. Donc, ça fait partie de votre environnement global parce qu'ils œuvrent dans votre secteur d'activité. Certains vont collaborer avec vous. Souvent, les compétiteurs vont être en compétition. Et quand on dit environnement, on doit aussi distinguer ce qu'on appelle l'environnement PEST, mais aussi les barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, c'est ce qui vous empêche de bien fonctionner ou ce qui peut mettre des obstacles à votre entreprise. Par exemple, vous voulez faire un restaurant, mais vous avez besoin d'un permis du ministère de l'Alimentation pour faire ce restaurant-là. Vous avez des normes d'hygiène à suivre, par exemple. Vous avez une formation en hygiène et salubrité. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Ce sont des obstacles qui font en sorte que ce n'est pas tout le monde qui peut nécessairement faire ce genre de commerce. Des barrières à l'entrée, ça peut être un permis, ça peut être des normes gouvernementales à respecter, ça peut être le montant qu'il faut investir dans le commerce pour pouvoir le faire ou le service. Donc, tout ça fait partie de votre environnement au niveau de l'entreprise et c'est important de bien le connaître. Mais aussi, l'environnement, c'est tout ce qu'on appelle le PEST. PEST, ça veut dire, c'est l'acronyme, P-E-S-T-E. Donc, P pour politique et légale, tous les règlements, j'allais dire en anglais, les rules, les règlements, la régulation, tout ce que vous devez connaître pour pouvoir démarrer votre entreprise, mais tout ce qui concerne aussi les politiques gouvernementales par rapport à votre secteur d'activité. Il y a aussi ce qu'on appelle l'économie. Vous devez savoir qu'en période de récession versus en période de boom ou de croissance, les clients ne fonctionnent pas de la même façon. Dans quelques mois, on s'en va vers une période de récession. Les économistes le disent à cause de la pandémie, nécessairement. Donc, il faut être capable de s'ajuster par rapport à ça. Il faut tenir compte de son contexte économique dans lequel on évolue. S, ça veut dire socio-démographique, c'est les clients, ceux qui achètent vos produits ou vos services. Vous devez connaître qui ils sont, leur habitude de consommation, leur profil de consommateur. Le T, ça veut dire technologique. Donc, est-ce que vous avez besoin de technologie? Est-ce que vous êtes à la fine pointe de la technologie pour votre entreprise? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui pourraient vous aider dans votre entreprise? Donc, tout ça est important. Et finalement, E, c'est pour écologique. Donc, est-ce que vous respectez les normes au niveau de l'environnement dans votre entreprise? Ça peut être le recyclage, la disposition des déchets. Par exemple, vous êtes un restaurant, ben, l'huile avec laquelle vous faites des fritures, vous ne pouvez pas le déverser comme ça dans l'évier. Il y a des règles. Donc, tout ça fait partie de votre environnement global. En tant qu'entrepreneur, vous devez connaître cet environnement-là. Et ce qu'on appelle en fait une étude de marché, c'est ce qu'on fait la plupart du temps avant de débuter une entreprise. Une étude de marché n'a pas besoin nécessairement d'être écrite. Ça peut être sur le terrain, vous avez de l'expérience, vous avez travaillé dans le domaine pendant 10 ans, bien, vous avez fait une étude de marché parce que vous avez des connaissances de ce domaine-là. Donc, tout ça pour dire que lorsque vous établissez votre proposition de valeur unique, il faut d'abord connaître son marché et deuxièmement, il faut savoir se distinguer de ses concurrents. Comment on se distingue de ses concurrents? Les concurrents, ça peut être des concurrents directs ou indirects. J'ai mis un tableau ici qui vous dit c'est quoi la différence entre les deux. Les concurrents directs, ce sont ceux qui font la même chose que vous, qui offrent les mêmes produits, les mêmes services, à la même clientèle, donc au même marché cible, et qui comblent les mêmes besoins. Les concurrents indirects, ce sont des entreprises qui font affaire avec les mêmes clients que vous, qui comblent les mêmes besoins, par contre, qui offrent des produits ou des services différents. Prenons l'exemple, si j'ai soif aujourd'hui, ben, j'ai le choix de prendre un café ou du jus ou du thé. Donc, ce sont l'entreprise qui fait du thé et un concurrent indirect de l'entreprise du café.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire l'analyse de votre concurrence. C'est important que vous soyez en affaires depuis longtemps ou que vous débutiez, que vous soyez une start-up, de connaître qui sont nos concurrents. Et quand on dit analyse de concurrents, bien, il y a plusieurs choses qu'on analyse chez ces concurrents. On peut analyser la qualité de leurs services, la sélection, est-ce qu'ils offrent une grande variété, les prix, est-ce qu'ils sont plus chers que vous ou moins chers, ou bien vous avez des prix compétitifs. Par rapport à votre réputation, est-ce que vous avez une meilleure réputation que vos concurrents ou c'est similaire? On peut analyser l'image aussi de ces concurrents, leur expertise, leur stratégie marketing, qu'est-ce qu'ils font pour se faire connaître, est-ce qu'ils utilisent différents médias comme les médias sociaux ou la publicité à la télé ou des journaux, etc. Ça peut être analysé leur service à la clientèle. Il y a des concurrents qui se distinguent parce qu'ils ont un meilleur service à la clientèle que vous. Donc, ça aussi, c'est important de voir. Ça peut être, une seule différence peut être, par exemple, le financement qu'ils offrent. Beaucoup de compagnies qui offrent, par exemple, des électroménagers vont offrir un financement parce qu'ils savent que les gens ne veulent pas débourser 5 000 ou 10 000 $ d'un coup. Donc, ils vont offrir ça. C'est ce qui fait que la plupart des gens vont aller acheter leur électroménager chez des entreprises reconnues qui offrent du financement. Ça peut être tout autre service comme livraison, etc. Donc, tout ça fait partie des choses que lorsqu'on vous dit qu'il faut analyser votre concurrence, ça fait partie des éléments qu'il faut analyser. Je vous invite à faire un exercice, si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez fait un plan d'affaires, vous avez fait cet exercice-là. Si vous n'avez pas de plan d'affaires, je vous invite à le faire. C'est-à-dire, faites un tableau, un peu comme celui que j'ai mis ici, et prenez 3-4 concurrents dans votre secteur d'activité et commencez à analyser leurs forces et leurs faiblesses. C'est bien de vous mettre aussi dans ce tableau parce qu'il faut que vous sachiez c'est quoi vos forces à vous versus les forces de vos concurrents et c'est quoi vos faiblesses que vous pouvez améliorer pour faire face à vos concurrents. Donc, c'est un exercice qu'on fait lorsqu'on fait son plan d'affaires, mais qui est très utile pour savoir où on en est par rapport à la concurrence. Un autre exercice aussi qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle l'analyse SWOT, ou forces et faiblesses, opportunités, menaces. Donc, SWOT, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En français, c'est forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, pour vous-même, pour votre entreprise, c'est quelque chose qui est important de faire. Vous connaissez vos forces, mettez-les sur papier pour avoir une meilleure idée. Et si vous avez des employés, communiquez ces forces-là à vos employés. Vous avez des faiblesses, parce que tout le monde a des faiblesses. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes réaliste par rapport à vos faiblesses? Et encore une fois, faites en sorte que vous puissiez améliorer ces faiblesses-là. Les forces et faiblesses, c'est ce qu'on appelle des facteurs internes, c'est-à-dire que ça dépend de vous, de votre entreprise. C'est vous qui pouvez les changer et les améliorer. Les facteurs externes, en contrepartie, sont les opportunités et les menaces. C'est-à-dire que vous dépendez de ça dans le sens où vous n'avez pas de contrôle sur les menaces qui peuvent être dans votre secteur d'activité. Par exemple, une menace peut être une nouvelle réglementation. Il faut avoir un nouveau permis ou il faut un gros montant d'investissement. Il y a des nouveaux joueurs sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle des menaces. Les opportunités d'affaires, ça peut être de fonctionner dans un nouveau créneau. Par exemple, on a vu qu'avec la pandémie, beaucoup d'entreprises ont saisi des nouvelles opportunités. Je vous ai parlé la semaine dernière de la compagnie Tristan qui fait des vêtements, qui maintenant a décidé de faire des vêtements dans le domaine médical et de l'équipement aussi pour les hôpitaux. Donc, tout ça, c'est une opportunité d'affaires qu'ils ont saisie. Si vous faites l'analyse de votre concurrence, vous avez peut-être entendu parler du modèle des 5 forces de Porter. Porter, c'est un conseiller qui a établi ce modèle-là il y a de nombreuses années. Et lui disait qu'au niveau de la concurrence, pour bien analyser sa concurrence, il faut analyser quelles sont les forces dans son secteur d'activité et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de bien fonctionner. Par exemple, il faut regarder le pouvoir de négociation de ses clients. Si vos clients ont un grand pouvoir de négociation, ça se peut que ce soit difficile pour vous dans votre domaine d'activité si les clients sont toujours en train de essayer d'avoir des meilleurs deals avec vous. Vous devriez regarder aussi le pouvoir de négociation des fournisseurs, c'est-à-dire est-ce que vos fournisseurs ont le gros bout du bateau?
On l'a vu récemment avec tout ce qui est équipement médical et la Chine, bien, beaucoup de pays, comme le Canada, se sont rendus compte qu'ils dépendaient de la Chine pour leur équipement médical et se sont rendus compte qu'ils devaient pouvoir faire en sorte d'avoir des fabricants ici pour ne pas dépendre d'un autre pays. En termes de force, on peut regarder aussi tout ce qui est les concurrents autour de nous et les produits de substitution. C'est-à-dire que votre client, s'il ne trouve pas votre produit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va utiliser comme produit de substitution? Et bien sûr, bien, dans tout marché, il y a toujours des nouveaux entrants. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui ouvre, bien, il y a une autre entreprise qui ferme. C'est-à-dire que dans un secteur d'activité, ce n'est pas statique. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir savoir lorsqu'on est dans un secteur d'activité. Ce qui m'amène à vous dire que ce qui est important, en fait, c'est votre avantage concurrentiel. Est-ce que vous connaissez votre avantage concurrentiel, c'est-à-dire en quoi vous êtes meilleur? Il y a 3 formes principales d'avantage concurrentiel lorsqu'on est une entreprise. La première, c'est l'avantage de coût. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui avait un produit que vous pouvez produire à un coût inférieur que vos compétiteurs, bien, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à eux. Vous connaissez des entreprises comme Walmart, Dollarama, ce sont des entreprises qui ont un avantage par rapport à tous leurs compétiteurs parce qu'ils offrent tous les produits moins chers que leurs concurrents. L'autre avantage concurrentiel que vous pouvez avoir, c'est l'avantage de l'offre, c'est-à-dire que vous avez un produit qui est différent par rapport à vos compétiteurs et ce produit-là ou service est apprécié par vos clients. Et finalement, vous pourriez avoir ce qu'on appelle un avantage de créneau ou avantage de niche, c'est-à-dire que vous êtes le seul ou vous êtes peu nombreux à desservir un certain segment de marché et vous le faites mieux que les autres. Donc, la majorité des entreprises vont avoir un de ces 3 avantages-là. Il y en a qui vont avoir 2 sur 3. C'est très rare d'avoir les 3, mais c'est possible. Il y a d'autres avantages concurrentiels qu'on pourrait avoir. J'ai mentionné ici qu'on pense à l'expertise. Si ça fait longtemps que vous êtes dans un certain domaine d'activité, vous êtes une référence, mais vous avez un avantage par rapport à la compétition. Ça pourrait être votre efficacité, ça peut être les relations que vous avez avec vos clients, qui sont des bonnes relations et qui font en sorte que vous avez une bonne réputation et on va toujours aller vers vous, peu importe les prix auxquels vous facturez. Ça peut être les employés qui sont avec vous. Certains restaurants, les avantages qu'ils ont, c'est le chef en cuisine. Si le chef s'en va, ils perdent cet avantage-là. Ça peut être aussi tout ce qui est la façon dont vous faites les affaires, la collaboration que vous pourriez avoir avec d'autres entreprises, comme des alliances stratégiques. Ça peut être la loyauté de vos clients, ils reviennent année après année. Ça peut être vos réseaux de distribution, là où vous avez l'approvisionnement de vos produits. Ça peut être votre image, votre branding qui vous distingue. Et ça peut être aussi les technologies que vous utilisez d'une meilleure façon que vos compétiteurs. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir, si vous avez une entreprise, parmi tout ce que j'ai mis ici, quels sont les avantages que vous avez? Qu'est-ce qui vous distingue par rapport aux autres? En quoi vous êtes meilleur? Est-ce que vous êtes meilleur en service à la clientèle? Est-ce que vous avez un meilleur emplacement par rapport à vos compétiteurs, ce qui fait qu'on vous trouve facilement? Est-ce que c'est une question d'image? Donc, tout ça fait en sorte que lorsqu'on pense à vous, nécessairement, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressort. S'il n'y a rien, on a un problème. Donc, il faut être capable de savoir en quoi on se distingue. J'ai mis l'exemple ici d'une entreprise de Montréal-Nord qui s'appelle Bicyclette Montréal-Nord. L'avantage de Bicyclette Montréal-Nord, c'est que ça fait 80 années qu'ils existent. Donc, ils ont une expertise, ils font la vente de bicyclettes, de services, de réparation. Dernièrement, avec la pandémie, ils avaient dû fermer leurs portes parce que c'était un commerce de détail. Et selon l'ordre gouvernemental, il fallait que les commerces de détail ferment. Par contre, la majorité des propriétaires de commerces similaires ont dit, mais non, les bicyclettes, c'est un moyen de transport, c'est comme une voiture, c'est un service essentiel. Et comme de fait, le gouvernement a décidé de mettre tous ceux qui font des réparations de vélos comme service essentiel, de la même façon que les garages étaient un service essentiel.
Donc ici, Bicyclette Montréal-Nord, leur principal avantage, c'est leur expertise. De nombreuses années, ils ont une excellente réputation au niveau de leur clientèle. Il y a beaucoup de gens qui y vont année après année, qui ne se posent pas la question à chercher d'autres entreprises. Ils sont aussi bien situés près de la piste cyclable, ce qui fait que quelqu'un qui fait du vélo va nécessairement passer et les voir. Ça, ce sont des avantages qu'on peut avoir lorsqu'on existe depuis de nombreuses années. Si vous êtes une start-up, vous n'avez pas cet avantage-là. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ça fait 20 ans, 30 ans que j'existe, je commence ». À ce moment-là, peut-être aller chercher un autre avantage concurrentiel qui est l'avantage de niche, c'est-à-dire de desservir un créneau qui est mal desservi par les autres concurrents. Ici, j'ai mis l'exemple de la librairie Racine. Pourquoi la librairie Racine? Parce que c'est une entreprise qui vend des livres, qui fait des ateliers aussi. Et Racine vise à mettre de l'avant la diversité culturelle. Il n'y avait pas d'autres librairies qui faisaient ça. Donc, eux, ils ont perçu qu'il y avait, la propriétaire a perçu qu'il y avait une niche, qu'il y avait un secteur d'activité qu'elle pouvait exploiter parce que c'était mal desservi. Et comment elle a eu l'idée d'entreprise? C'est parce qu'elle cherchait elle-même des livres d'auteurs issus de la diversité. Et quand elle allait dans les librairies ou dans les bibliothèques, elle n'en trouvait pas beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu l'idée et c'est pour ça que pour cette entreprise, c'est un avantage parce que personne ne fait la même chose. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi vos avantages concurrentiels? Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez un bon positionnement? Un positionnement, c'est la position que vous occupez, que votre produit ou votre marque ou votre service occupe dans l'esprit des consommateurs face aux concurrents. Le consommateur, il vous compare. Il vous compare sur le prix, sur votre image, sur votre service, sur toutes les caractéristiques qu'on a vues précédemment. Donc, est-ce que vous connaissez le positionnement que vous avez auprès de votre clientèle? Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à refaire l'exercice qu'on a fait, le SWOT et l'analyse des forces et faiblesses pour que vous sachiez en quoi vous vous positionnez. C'est quoi l'image que les clients ont de vous? Comment ils vous perçoivent? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut déterminer c'est quoi sa valeur, c'est quoi sa proposition de vente. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a fait son étude de marché, on connaît qui sont nos concurrents, on connaît c'est quoi nos forces, nos faiblesses, comment on se situe par rapport à eux, bien à ce moment-là, il faut être capable de promouvoir sa valeur. C'est-à-dire qu'il faut être capable de le dire. Il faut être capable de faire une bonne stratégie marketing en utilisant ce qu'on appelle le marketing mix. Le marketing mix ou les 4 P, c'est la stratégie qui dit qu'au niveau marketing, vous devez jouer sur plusieurs aspects, sur votre produit ou service, sur votre prix, sur votre place et sur la promotion, comment vous vous faites connaître. C'est un peu comme une recette de gâteau 4 quarts ou une table à 4 pattes. Donc, il faut être capable d'être bon dans les 4 aspects. Qu'est-ce que ça veut dire son marketing mix? Bien, ça veut dire qu'au niveau produit ou service, vous devez connaître c'est quoi les attentes de vos clients par rapport à votre produit ou service. Ça se peut que vous ayez différents segments, différents types de clients. Bien, les clients peuvent avoir différentes attentes. Qu'est-ce qu'ils recherchent au niveau de votre produit? Est-ce que vous avez des bonnes caractéristiques, des bonnes fonctionnalités? Est-ce que votre branding est bon au niveau de la reconnaissance de votre produit? Et est-ce que vous répondez aux besoins de vos clients avec vos produits et services? Au niveau des prix, n'oubliez pas que votre prix reflète la valeur aussi de vos produits. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un produit haut de gamme et offrir ce produit-là à 5 $. Ce n'est pas cohérent. Votre prix doit refléter la valeur de votre produit, donc du moins la valeur que le client a. C'est pour ça que les designers de mode haut de gamme, par exemple, ne vont jamais offrir leurs produits à des bas prix parce qu'ils veulent que les clients les perçoivent comme étant d'une grande valeur. Donc, si vous voulez offrir des rabais, comment vous le faites? Comment vous allez structurer? C'est quoi le genre de rabais que vous aimeriez offrir à vos clients tout en maintenant une image peut-être de marque? Ça se peut que votre client ne soit pas sensible au prix aussi. Je parlais de designers de mode. La majorité des clients, lorsqu'ils achètent un sac Louis Vuitton, ils ne sont pas sensibles au prix. Pour eux, le plus cher, le mieux c'est. Par contre, si vous allez dans un magasin Walmart, oui, c'est que vous êtes sensible au prix, vous voulez payer le moins cher possible.
Qu'en est-il de votre clientèle? Est-ce que pour eux, le prix, c'est important? Est-ce qu'ils s'attendent à avoir des rabais saisonniers ou des promotions? Et au niveau de la promotion, bien, comment vous faites cette promotion-là? Comment vous communiquez votre message auprès de votre client? Comment vous faites pour atteindre votre audience? Est-ce que vous utilisez, par exemple, des influenceurs, des gens qui peuvent vous représenter? Il peut y avoir plusieurs façons de promouvoir votre produit ou service. C'est important de rejoindre le client qui achète votre produit et d'utiliser le bon créneau. C'est-à-dire que si votre clientèle, ce sont des jeunes de 18-22 ans, ça ne sert à rien de faire une publicité à la télévision parce qu'ils ne regardent pas la télévision. Donc, il faut pouvoir être cohérent par rapport à ce qu'on fait, les prix qu'on offre, mais aussi comment on fait pour atteindre sa clientèle-ci. Et pour finir, la place, le quatrième P, c'est comment les clients font pour vous rejoindre. Où êtes-vous situé? Est-ce que vous avez pignon sur rue? Est-ce que vous êtes dans un centre d'achat? Est-ce que vous vendez en ligne? Vendre en ligne fait partie de votre stratégie de place aussi. Comment va être distribué votre produit ou service et comment vous faites qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à vos concurrents aussi, c'est important. Donc, tout ça, ce sont des choses encore à analyser et ce qu'on appelle le marketing mix. C'est important de connaître les 4 aspects de son entreprise. Ici, j'ai la même chose, mais en anglais, c'est-à-dire que les 4 P, c'est de discerner quels sont les produits, la variété, la qualité, les grandeurs, les différents services qu'on offre, les prix correspondants. Est-ce que vous avez une liste de prix? Est-ce que vous offrez des promotions? Est-ce que vous avez du financement que vous offrez à vos clients? Et quand on dit promotion, est-ce que vous avez des représentants sur la route qui vous aident? Est-ce que vous faites des annonces publicitaires? Est-ce que vous utilisez les médias sociaux? Et finalement, quels sont vos canaux de distribution? Comment le client fait pour vous atteindre, pour vous rejoindre? Et quels sont les moyens que vous utilisez aussi pour le transport de votre marchandise? Donc, promouvoir sa valeur, c'est important de connaître son marketing et c'est important d'utiliser aussi une bonne stratégie marketing. Vous avez entendu dernièrement la nouvelle idée du gouvernement avec le panier bleu. Et si vous regardez sur Facebook, vous pourrez adhérer en tant qu'entreprise à cette page qui est Acheter québécois, c'est soutenir le Québec. Mais ça, c'est une façon de faire appel au sens commun des Québécois qui aiment bien choisir des produits locaux. Si vous allez au supermarché et que vous voyez une tomate du Québec versus une tomate du Mexique, je pense que vous allez préférer la tomate du Québec. Par contre, s'il y a une grande différence de prix, ça va dépendre de votre tolérance, votre niveau par rapport à est-ce que vous voulez payer plus cher ou moins cher. Mais quand on dit achat local, la majorité des consommateurs sont sensibles à ça. Et de plus en plus, suite à la pandémie, beaucoup de gens préfèrent acheter local. C'est un gage de qualité. Et également, tout ce qui vient du Québec, du Canada, a une meilleure réputation aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça dans votre stratégie de promotion. Vous êtes ici, utilisez cette fibre-là et adhérez aussi, petite suggestion, d'adhérer à la page pour pouvoir vous faire connaître. Lorsqu'on dit promouvoir sa valeur, c'est aussi de bien déterminer sa valeur ajoutée. En quoi vous êtes meilleur que les concurrents? Est-ce que c'est parce que vous avez un secret que personne n'a, un secret de fabrication? Un exemple que tout le monde connaît, c'est Coca-Cola. Coca-Cola a une recette secrète qui fait que peu importe les concurrents qui vont essayer de copier, ça ne sera jamais la même chose, ça ne goûtera jamais la même chose que le Coca-Cola. Et ça, c'est ce qu'on appelle un secret de fabrication. Peut-être que vous vous distinguez parce que vous avez une expertise, un savoir-faire, une façon de faire que les autres n'ont pas et vous êtes meilleur que les concurrents. Peut-être aussi c'est parce que vous avez, vous innovez, vous utilisez les technologies et vous le faites mieux que vos concurrents. Donc, c'est important de regarder ces aspects-là et j'aimerais attirer votre attention sur l'innovation. On l'a vu récemment, les entreprises qui survivent en ce moment sont ceux qui ont su innover. Par exemple, vous n'aviez pas de site Internet, vous ne faisiez pas de vente en ligne, mais celles qui font des ventes en ce moment, les entreprises qui réussissent sont celles qui vendent en ligne. Tout à l'heure, j'ai nommé la librairie Racine, ils ne faisaient pas de vente en ligne avant, mais maintenant, ils en font par la force des choses.
Donc, c'est important de discerner c'est quoi sa valeur ajoutée, en quoi on est meilleur que les autres. Et si vous ne le savez pas, bien, posez la question à vos clients. Les clients que vous avez sont les meilleures personnes pour vous dire quelle est votre valeur ajoutée, comment vous vous distinguez des autres concurrents. Également, j'aimerais aussi que vous attirez votre attention sur la situation dans laquelle on vit en ce moment n'est pas nécessairement facile pour la majorité des entreprises et la majorité des clients se sentent un peu inquiets. Donc, ne bombardez pas vos clients avec des messages comme « Achetez mon service, utilisez mon produit ». Faites attention quand vous utilisez les médias sociaux en ce moment. Essayez de plus prendre des nouvelles de vos clients. Si vous avez des clients actuels, demandez-leur comment ils vont. Au lieu de leur dire que vous avez une promotion sur votre dernier produit, plutôt essayez de voir comment ils se sentent. Essayez d'établir une relation avec eux. Ça va mieux fonctionner que de les bombarder de messages promotionnels pour qu'ils achètent vos produits ou vos services. Et encore une fois, si vous ne savez pas trop quels sont vos avantages, quelle est votre valeur ajoutée, posez la question à vos clients. Si vous êtes une start-up, si vous commencez en affaires, vous n'avez pas de clients en ce moment, faites un sondage. Il y a des outils qui existent en ligne comme SurveyMonkey. Vous pouvez aller faire un sondage et envoyer un lien à des futurs clients potentiels pour qu'ils répondent à vos questions. Vous pourrez leur poser des questions comme qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est important pour eux, quel est le prix auquel ils sont prêts à payer, où ils aimeraient trouver vos produits ou vos services. Donc, avoir le feedback de vos clients peut vous aider à connaître votre valeur ajoutée. Pour terminer, la dernière étape lorsqu'on fait sa proposition de vente unique, c'est de prouver cette proposition-là. Comment on la prouve? Bien, premièrement, il faut bien connaître son produit. Tout à l'heure, j'ai mentionné que c'est bien de faire une étude de marché. Mais quand on fait une étude de marché, on sait ce qu'on fait, on sait qui on est, on sait les valeurs auxquelles on adhère, on connaît la mission de notre entreprise et on connaît aussi notre client. Peut-être que vous avez différents clients types, ce qu'on appelle aussi des personas, c'est-à-dire des segments de clientèle qui ne sont pas pareils. Bien, c'est important de les connaître, de savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, avant de pouvoir prouver sa proposition de vente unique, c'est important de savoir ce qu'on fait et à qui on offre son produit ou son service. Donc, c'est comme ça qu'on est capable aussi de décrire quels sont les bénéfices qu'on apporte, quelles sont les valeurs ajoutées qu'on a. Est-ce que lorsque vous décrivez vos produits, la PVU, ce n'est pas un slogan, c'est plutôt une façon de faire en sorte que votre client reconnaît tout de suite votre valeur ajoutée. Donc, c'est de tout de suite dire à votre client qu'est-ce que vous faites de mieux, différemment de vos concurrents. Une fois que vous savez c'est quoi votre PVU, bien, il faut la communiquer. Vous la communiquez où? Si vous avez un site web, bien sûr, c'est évident. Il faut que dès qu'on ouvre la page de votre site web, on sait quelle est votre proposition de valeur unique. Mais il y a aussi les médias sociaux. Essayez d'aller vers les médias sociaux qui sont adaptés à votre profil d'entreprise et à votre clientèle cible. C'est-à-dire que dépendamment de ce que vous faites, certains médias sociaux pourraient s'adresser plus à vous. Le prochain atelier, on va parler de stratégie de communication, mais ça fait partie d'une bonne stratégie de communication de savoir quel est le meilleur ou quels sont les meilleurs médias pour promouvoir ses produits ou services. Et bien sûr, votre business model. J'en avais parlé la semaine dernière. C'est important de bien rédiger votre proposition de vente et de la mettre, de s'assurer que votre modèle d'affaires inclut votre proposition de valeur de vente unique. Donc, si vous l'avez fait cet exercice-là, j'ai parlé de plan d'affaires tout à l'heure, le modèle d'affaires, c'est un peu la même chose, mais c'est en une seule page où on a un modèle qui peut nous guider dans la poursuite de notre entreprise. Vous voyez ici, c'est un modèle qui nous permet de nous centrer ou un peu d'avoir une stratégie pour les prochaines années. Et ça commence avec votre proposition de valeur. Donc, une fois que vous avez fait toutes les étapes que j'ai mentionnées au début, ben, c'est important de les mettre sur papier. Donc, vous pourriez utiliser ce modèle-là pour pouvoir déterminer, voir devant vous
en un clin d'œil, quels sont les aspects, les bénéfices de votre entreprise. Et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que c'est un exercice très pertinent qui nous aide à avoir une meilleure idée si on est dans le droit chemin ou si on suit la bonne route ou s'il y a certaines choses qu'il faut changer. Et tout ça doit être cohérent, c'est-à-dire que vos clients, c'est cohérent, les clients que vous visez, ça doit être cohérent avec ce que vous offrez comme service. Et bien sûr, les fournisseurs, les partenaires, ceux qui font affaire avec vous, bien, tout ça fait partie de votre système entrepreneurial qui doit rejoindre vos valeurs. J'aimerais pour terminer vous donner l'exemple de plusieurs entreprises en ce moment qui fonctionnent très bien. Ce sont les savonneries artisanales. Les savonneries artisanales, avant la pandémie, avaient des commerces et vendaient dans les commerces au détail. Suite à la pandémie, avec l'obligation de se laver les mains, l'obligation nécessaire, de plus en plus de gens se sont rendus compte que se laver les mains, ça pouvait être irritant pour la peau devenait trop sèche, etc. Ce qui fait en sorte que de plus en plus de personnes ont cherché à acheter des savons artisanaux, donc faits de lait de chèvre, d'huile d'olive, etc. Les savonneries ne savaient pas que ça allait arriver avant la pandémie. Celles qui ont réussi sont celles qui vendent en ligne. De nombreuses savonneries maintenant ont un essor incroyable. Ici, cette photo est tirée d'un article de Radio-Canada qui dit que depuis la mi-mars, les ventes ont explosé des savonneries artisanales. C'est un mal pour un bien, cette pandémie, dans le sens où ils ont dû fermer leurs portes. Par contre, en vendant en ligne, ça leur permet de récupérer leur ligne. C'est pour vous dire que ça, c'est saisir une opportunité d'affaires. Mais avant tout, ces savonneries-là connaissaient leur proposition de valeur unique. Elles savaient en quoi elles se distinguaient de leurs concurrents, tous les aspects, les propriétés, les bénéfices des savons naturels, et c'était déjà diffusé, c'était déjà connu. Ce qui fait que quand les clients ont cherché une alternative au savon qui asséchait trop leurs mains, ils ont trouvé facilement ces savonneries artisanales-là parce qu'elles avaient bien établi leur proposition de valeur unique. Donc, pour conclure, se distinguer de ses concurrents, c'est important de le faire parce que c'est ce qui va déterminer en quoi vous êtes meilleur que les autres. C'est en améliorant votre proposition de vente unique, c'est en déterminant votre valeur ajoutée. On a vu que d'abord, il faut connaître son marché, connaître votre environnement global, pas juste vos compétiteurs, mais aussi tout ce qui concerne les joueurs autour de vous, les clients, les fournisseurs, l'analyse PEST. On a vu aussi que se distinguer de ses concurrents, c'est pas juste savoir qui sont ses concurrents, mais c'est connaître son avantage ou ses avantages concurrentiels. Qu'est-ce qui fait qu'un client va venir vers vous plutôt que vers une entreprise qui peut-être existe depuis de nombreuses années? Même si vous êtes une start-up, vous pouvez avoir des avantages concurrentiels. Et souvent, c'est ça l'avantage des start-up, c'est que en étant une start-up, vous commencez, vous voyez ce qui ne va pas bien, ce que les clients veulent, ce qui ne fonctionne pas, et vous êtes capable de le faire. Ensuite, une fois que vous savez comment vous distinguer de vos concurrents, que vous vous positionnez sur le marché, c'est de savoir comment promouvoir votre valeur. C'est quoi votre valeur ajoutée, en quoi vous êtes unique, et finalement, c'est de le dire, de le communiquer, de faire en sorte que tous vos clients possibles savent que vous avez une valeur ajoutée. Donc, ça termine la présentation. J'aimerais juste vous faire signifier que les prochaines formations vont avoir lieu, la prochaine formation, sera le 25 mai. Ce sera sur un plan de communication efficace. Par la suite, nous aurons une formation sur vente en ligne parce que c'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment. Comme je l'ai mentionné, les entreprises qui réussissent sont celles qui vendent en ligne. Ensuite, on aura un bon service à la clientèle et finalement, financement et viabilité à long terme. Je dis finalement, mais les formations continuent jusqu'au mois de juillet. Il y aura notamment une autre formation par rapport au domaine juridique aussi, type d'entreprise, etc. Donc, ça met fin à ma présentation. Je vous inviterai à poser vos questions si vous avez des questions dans le chat. J'espère que ça a été clair, qu'il n'y a pas de... Et bien sûr, si ce n'est pas clair, de le dire. Je vous invite à juste écrire vos questions.
comme ça, je pourrais y répondre. Sinon, cette formation, je réponds à une question qui va avoir lieu. La formation sera disponible en ligne par la suite sur le site de la CEDEC Montréal-Nord si vous voulez la réécouter, la revoir, prendre des notes. Donc, ce sera disponible prochainement. Donc, comme je dis, je vous invite à poser des questions. Excusez-moi. Est-ce que ça va tout le monde? Peut-être que je peux enlever le son si vous voulez parler ou si vous voulez, si vous avez une question. Peut-être juste me dire si c'est clair ou pas. Peut-être faire un signe de la main. OK, merci. Freud, merci beaucoup. J'apprécie. Merci, Daniela. Donc, je vous invite aussi, si jamais vous avez un sujet que vous aimeriez voir, un sujet que vous aimeriez, dont on parle, juste le mettre dans la boîte, justement, juste l'écrire. Comme ça me permettra aussi de m'ajuster. Ici, avec la CEDEC Montréal-Nord, on a fait ces formations-là pour pouvoir, selon ce qu'on avait perçu comme besoin. Mais par contre, si vous pensez qu'il y a des sujets qui seraient pertinents, des sujets qui seraient importants pour vous, bien, juste justement le mettre, l'écrire ou le dire. Est-ce que ça va tout le monde? Donc, la majorité, vous avez levé la main. Est-ce que c'était clair? Je sais que j'allais vite, donc c'était peut-être un peu rapide. Excusez-moi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça met fin à ma présentation. Je vous invite à vous inscrire par la suite pour la prochaine formation qui aura lieu le 25 mai. Et bien sûr, ce sera environ à la même heure, à 17 h. Donc, merci d'avoir participé et puis bonne fin de journée.